Téléspectateurs, téléspectatrices de BF1, la chaîne au cœur de nos défis, merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes ici au niveau du bâtiment d'Internews, une ONG américaine spécialisée dans le traitement de l'information et de la communication de tout ordre. C'est ici que nous avons rendez-vous avec l'un des trésors humains vivants du Burkina Faso. Ils sont 17 en tout et certains disent même qu'il est un sorcier. Est-ce avéré? C'est sa musique que vous entendez à fond sonore parce qu'il est multi-instrumentiste. Zoom portrait sur notre invité du jour. D'ethnie Sénoufo, Konomba Traoré est né en 1947 à Samogoyiri au Burkina Faso. Il est diplômé de l'École nationale d'administration et occupa entre autres les fonctions de préfet pendant une quinzaine d'années. Il fut aussi maire intérimaire et secrétaire général de la mairie de Ouagadougou et directeur du Centre national d'artisanat d'art. Konomba fait partie de la confrérie des féticheurs du Konon, du Komo et du Ouara et se montre comme un farouche défenseur des traditions culturelles africaines. Il est lui-même adepte des croyances traditionnelles africaines symbolisées par la religion animiste qu'il continue à perpétuer. Artiste au talent multiple, Konomba est à la fois musicien, musicologue, professeur de musique traditionnelle, compositeur, chanteur et joueur de plusieurs instruments traditionnels, notamment de balafon, kora, donzongoni et djembe. Il est aussi artiste peintre et écrivain. Il a écrit plusieurs livres sur la musique et les contes. Parmi ses distinctions musicales, on peut citer premier prix de conte et deuxième prix de peinture et de dessin au Cercle d'activités littéraires et artistiques de Haute-Volta, Kalaashvé, deuxième prix de musique traditionnelle instrumentale à la Semaine nationale de la culture SNC, Bobo 1986. Il est aussi auteur de la musique du film Sonja de Bertrand Kaboré, collaborateur de Michel Portal dans la musique du film Boudiam de Gaston Kaboré, premier prix au FESPACO 1997 et co-auteur avec Mike Montanaro du CD Noir et Blanc. Konomba est régulièrement invité pour exécuter des spectacles de musique et contes, ainsi que pour participer à des colloques et conférences d'ethnomusicologie en Afrique et à travers le monde. Notre invité est chevalier de l'Ordre national du mérite et fait partie des 17 trésors humains vivants, comme vous venez de le préciser. Richard Tiene, Konomba Traoré, est à vous. Retour sur le plateau de BF1 qui s'est déporté, comme nous l'indiquons en guise d'introduction, au niveau de l'ONG Internews. Nous avons en face notre trésor humain vivant. Dois-je avoir peur? Non. Ah, parce que je vous observe, j'aperçois un certain nombre de choses qui quand même, je ne dois pas avoir peur. Non. Qu'est-ce que vous tenez là? C'est la queue, c'est un des symboles de la confrérie des Dozo. D'accord. Et le collier? Ça, c'est le symbole du féticheur que je suis. Et le chapeau? Ça, c'est la coiffure des Dozo, des maîtres Dozo. Ça. Donc vous êtes protégé? Absolument. Avec votre bénédiction, on va protéger l'émission pour que tout se passe bien. Ok. D'accord. On est parti donc. Monsieur Traoré Konomba, Oui. vous êtes un des 17 trésors humains vivants du Burkina Faso. Ça veut dire que vous avez des connaissances atypiques que vous détenez et vous avez été choisi par un collège comme une des personnes ressources des valeurs au Burkina Faso. Qu'est-ce que cela vous a fait d'ailleurs quand vous avez été distingué? Trésor humain vivant. Quand j'ai été désigné trésor humain vivant, je me suis dit que je prenais cette distinction pour rendre hommage à mon père, grand féticheur, grand guérisseur, grand cultivateur, grand musicien aussi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la société qui disait comme ça, de lui. D'accord. Votre prénom Konomba vous a été donné par le Konon.
Le Konon, c'est le fétiche de votre père. Vous êtes, selon vous-même, une réincarnation de ce fétiche qui aurait dit à votre mère, ton fils sera ton remède. Ton fils sera ton fétiche qui te guérira. Parlez-nous de votre naissance peu ordinaire. Je suis né vers 1947 à Samogoyiri. Il n'y a pas d'état civil encore. C'est dans la province de Kénédougou, dans la région de Haut-Bassin. Ma maman a été paralysée pendant plus de 5 ans. 5 à 6 ans. Pourquoi? Parce que mon père, grand féticheur, avec ses ennemis aussi, ils n'ont pu rien faire contre lui. Ils se sont donc acharnés sur ma mère. Et un jour qu'elle était partie puiser de l'eau au marigot, le fameux marigot Pipan de Samogoyiri, c'est de là d'ailleurs que la Komoé prend sa source, hein. Peu de gens le savent. Hein. Donc, avec la gourde sur la tête, quand elle est arrivée à la maison, elle a versé l'eau dans la grande jarre. Quand elle a senti ses pieds, ses jambes lui faire mal, elle découvrait ainsi qu'elle était paralysée. Elle était paralysée. Et donc, elle a vécu dans cette paralysie pendant 5 ans. Et un jour, le Konon, fétiche de mon père, est venu faire une veillée dans la cour de mon père. Quand il est arrivé, il a salué ma maman. 3 fois de suite, ma maman n'a pas répondu. Ma maman, ce jour-là, n'était pas sortie à la veillée. J'ai dit au passage qu'étant l'épouse de mon père, maître du Konon, ça lui donnait le droit coutumièrement d'assister aux veillées du Konon. Donc, elle assistait aux veillées du Konon. Or, le Konon est interdit aux femmes. Donc, le Konon l'a salué 3 fois de suite, elle n'a pas répondu. Et quand elle répondit, elle dit, je ne te réponds pas. Konon, je ne te réponds pas parce que toi et ton grand maître, vous n'avez pas réussi jusqu'à présent à me guérir. Donc, voilà pourquoi je ne vous réponds pas. Et le Konon de s'exclamer, ah bon? Mais vexé dans son amour propre donc, il déclara, mère, tu vas avoir un garçon qui va naître dans la nuit du jeudi au vendredi, après qu'on ait fini de manger. Donc, disons aux environs de 21h. Et c'est lui qui va te guérir. Il sera ton médicament. Il sera ton médicament, comme on le dit communément. C'est lui qui va te guérir. Et ma maman, de répondre, mais comment dans cet état-là, je peux avoir encore un enfant? Le Konon dit, pourtant, ça le sera. Ça se fera comme ça. Et après, ma maman est tombée en grossesse et puis, voilà. Une nuit de jeudi à vendredi, effectivement, je suis né. Je sais que c'est au mois de septembre, fin septembre. Entre le 27 et 28 par là, 28 septembre par là. Comment vous devenez le médicament de votre mère? Mais effectivement, quand je suis né, d'abord, personne ne m'a baptisé. Quand je suis né, on m'a appelé directement Konomba. Parce que le fétiche a dit à ma mère, justement, c'est moi qui vais me réincarner en enfant, en tes seins. Donc, c'est moi, fétiche même Konon là, qui va devenir ton enfant. Et c'est la raison pour laquelle je suis né Konomba sans être baptisé par quiconque sauf le fétiche Konon. Et ça, c'est une grande force.
C'est pourquoi c'est un grand nom, Konomba. Il est peu ordinaire, il est rare. Oui. Mais comment vous soignez votre mère? Un jour, j'étais couché, c'est elle qui raconte que je pleurais et puis elle était sur la même natte que moi, bien sûr. Elle s'est étirée là un peu pour me ramener auprès d'elle. Et elle a senti ses jambes craquer. Et puis, elle a essayé de se lever et puis ça a commencé à lui obéir et puis elle s'est levée. Et elle a marché. Et elle a marché comme toutes les autres femmes du village. C'est ainsi que je suis devenu son médicament. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, même si je lui demandais l'impossible, elle faisait tout pour me satisfaire. Même si je disais de faire des galettes en pleine nuit, elle faisait ces galettes-là. Ok. Vous évoluez alors sous l'aile protectrice du Conan, du fétiche. Que pensez-vous alors de ceux qui, en lieu et place des fétiches, de l'animisme, préfèrent Jésus, préfèrent Mahomet? Est-ce que votre Conan est plus puissant que Jésus ou Mahomet? Quelle que soit la religion révélée du noir africain, il a en son fond, nègre là, inconsciemment en tout cas, ou pas, il a en lui la croyance animiste. Ce sont des valeurs que nous sommes nés trouver. Avant que Jésus et Mohamed ne viennent sur la terre, les gens vivaient comment? Même les Grecs, là, c'était l'animisme, ils croyaient en des dieux. Est-ce que votre Conan est puissant que Jésus ou Mahomet? Je ne dis pas que le fétiche Conan est un prophète. Moi, je dis seulement que je crois plus en mon fétiche Conan qu'en quiconque. Parce que ça, c'est une réalité que je vis. Et ce n'est pas importé. Moi, je suis très content et très fier de croire en mes ancêtres, d'honorer mes ancêtres, au lieu d'honorer les ancêtres d'autrui. Je précise que vous êtes un administrateur civil à la retraite, vous êtes un intellectuel et vous êtes allé tôt à l'école primaire, contrairement à certains gamins de votre génération. À l'époque, d'ailleurs, aller à l'école du blanc, comme on le disait, c'était presque un deuil, des funérailles. Pourquoi? Je me souviens que quand notre premier maître, Ouattara Soma, a commencé à sillonner le village pour le recrutement des premiers élèves de Samougoïri, 1953, octobre 1953, les gens ont caché leurs enfants, qui dans des greniers, qui en brousse. Et moi, je n'ai pas été recruté tout de suite, parce que j'étais plus jeune. J'avais un grand frère là, l'enfant du petit frère de mon père, Traoré Tokoro Barthélemy, qui était au lycée moderne de Ouagadougou, ici. Il était en vacances. Et, voyant que je n'étais pas recruté parce que j'étais jeune, il a vu le maître, Ouattara Soma, pour que je sois inscrit comme auditeur libre. C'est ainsi que j'ai été inscrit comme auditeur libre. Et quand nous sommes revenus à la maison, que ma famille a constaté que j'étais recruté, c'était des pleurs partout. Mes soeurs là se jetaient à terre, ma mère pleurait. Ah, parce que pour elle, j'allais la quitter. Et puis bon, voilà, bon, de toute façon, en tout cas, c'était des pleurs. Du CP1 au CM2, vous êtes premier des classes. Même quand vous êtes tombé malade pendant 3 mois, alité donc à la maison, parce que vous êtes fait mal au bras, vous avez cassé votre bras à l'époque, vous êtes revenu et vous étiez toujours premier pendant la composition. Est-ce là le dieu colon ou bien votre fétiche le colon qui vous accompagnait? Il faut avouer, quand on est dans les conditions dans lesquelles moi je suis né, quand on a derrière soi une puissance comme le colon, on n'est pas un personnage ordinaire. Je ne parle pas par arrogance. C'est la vérité comme ça.
moi-même, et j'étais accompagné par les puissances du fétiche, je n'en sais rien, mais en tout cas, dès le CP1, le maître ne donnait plus de modèle d'écriture sur mon cahier. Or, avant, les maîtres de William Ponty, là, se recrutaient en fonction de la beauté de leur écriture. Notre maître était un calligraphe, mais il avouait que s'il mettait son modèle là, sur mon cahier, quand j'écrivais, c'était mieux que ce qu'il avait fait. Donc, jusqu'au CM2 d'ailleurs, c'est moi qui recopiais les leçons au tableau. Donc, quand je suis revenu après mon bras cassé, 3 mois après à l'école, le maître même disait que je ne pouvais pas composer parce que je n'étais pas à l'école pendant 3 mois. Et il n'y avait pas quelqu'un à la maison pour m'apprendre non plus. Mais j'ai quand même été premier. Il n'y a pas de secret. Et c'est ainsi que j'étais premier jusqu'au CM2. Revenons au lycée. Oui. Vous obtenez votre certificat d'études primaires et une bourse. Vous vous retrouvez au lycée Ouinzin Koulibaly. Et là, en termes de travail à l'école, vous étiez plutôt moyen. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? J'étais tellement petit que je ne savais même pas comment apprendre des leçons. Hein. Et puis on avait là-bas, dans la même classe, de grands élèves, ma foi, qui nous corbotaient. Il y avait le corbotage. Le corbotage, c'était les corvées que les devanciers vous imposaient. Bon, avec toutes ces choses-là, mais je n'étais pas à l'aise. Donc, mais je me savais intelligent, hein, mais je ne travaillais pas bien. J'étais au milieu du tableau. Et là, il faut poser la question à Ouedraogo Nogoma Ernest, le ministre de l'Intérieur, de Thomas Sankara. À l'époque, c'était mon voisin de classe et de dortoir en même temps. Et on m'appelait Dinaron parce que nous avions l'habitude de manger beaucoup. On était à l'internat, le réfectoire. Il y avait de bons repas là-bas. On mangeait comme les collégiens français. Hein. On avait les mêmes repas, dessert, entrée, tout ça. Et nous étions un certain nombre. On s'est sélectionné, on part s'asseoir. À nous, 8, là, ce qu'on peut manger là, c'est peut-être le repas de 2 tables. Donc, on m'a appelé Dinaron parce que je mange toute la table, en rond quoi. Bon, voilà, c'est un surnom. On va marquer une pause dans cette émission. On va suivre un premier extrait dans la rubrique Avis de gens qui parlent de vous. Ok. Suivons. Monsieur Konomba Traoré, je l'ai connu depuis ma tendre enfance parce qu'il a servi dans mon village comme étant préfet. En même temps, je peux dire que Konomba Traoré, c'est un oncle, puisqu'il a épousé ma tante. J'ai commencé à le connaître par le nom, mais véritablement, c'est, je crois, en 2007 ou 2008, il a été invité à animer une activité au niveau de mon parti. Bon, et depuis ce jour, on s'est approché et puis c'est devenu véritablement une amitié. La première fois que je l'ai vu, et je l'ai beaucoup apprécié, alors même que je ne le connaissais pas, c'était par la télévision. La télévision avait eu à faire des images sur lui, sur sa musique, et c'est un groupe qui était en même temps sa famille. Ah, j'avais trouvé ça original. C'est un monsieur qui est beaucoup ancré dans la tradition, et moi je l'appelle le traditionnaliste Konomba Traoré. C'est vrai qu'il a fait l'école du blanc, mais il n'a pas laissé sa tradition. Parce qu'à chaque fois que Konomba Traoré partait pour faire un examen même du blanc, là, c'est-à-dire l'examen qu'on fait pour passer ou pour avoir un diplôme, il faisait toujours ses gris-gris avant de partir. Il consultait ses gris-gris avant de partir. Il tuait ses poulets avant de partir. Konomba, c'est quelqu'un qui est généreux, qui partage avec tout le monde. Et en tout cas, tout le voisinage dans le quartier ne dira pas le contraire. Quand Konomba a, il partage avec tout le monde. C'est un peintre. Et moi, j'adore la peinture. Un peintre, un dessinateur extraordinaire. Je crois qu'il est le premier à avoir écrit sur les balafons. La musique du balafon. Je te
suis reconnaissant pour tout ce que tu as été pour moi, dans notre amitié, dans notre relation, et je tiens à te l'exprimer. Tonton, il faut vous ménager un peu, parce que vous avez atteint un certain âge. Ne pensez pas que vous êtes toujours jeune. Donc, il est temps pour vous de vous reposer un peu par rapport à l'immensité du travail que vous êtes en train de faire. Ce que je te dirais, il y aurait trop de choses à te dire, hein. C'est courage dans ta passion pour la culture africaine. Tu es un érudit. Je crois même que je te l'ai dit plusieurs fois. Nous avons eu à nous entretenir justement par rapport à ton érudition. Continue. Mais tout ce que tu as écrit et que j'ai eu l'occasion de lire, franchement, j'aimerais que tu puisses ne pas te décourager et continuer jusqu'à l'édition, jusqu'aux éditions finales. Je dis les éditions parce qu'il y a plusieurs œuvres. Vous venez à l'instant de suivre l'intervention de personnes que vous connaissez. Quelle est votre réaction au sujet de ces différentes déclarations? Effectivement, dans ma nature, moi, je suis généreux. J'aime partager. J'aime rendre service aux gens. Et mon père m'a toujours recommandé d'être gentil avec les gens. Au point d'oublier parfois votre famille, vos proches immédiats. Pour l'africanité, en tout cas, moi, je suis resté nègre. Le mot nègre ici n'a rien de péjoratif. Hein. Quand il dit que je dis qu'aux problèmes africains, il faut des solutions africaines, effectivement, c'est parce que nous sommes complexés que chaque fois que nous avons des problèmes ici, les crises, tout ça, nous nous tournons vers l'étranger pour résoudre nos problèmes. Alors que, avec la palabre africaine, si nous allions voir nos traditionalistes, avec la palabre africaine, nous allons nous en sortir. Au Burkina, ici, ces derniers temps-là, nous avons prouvé que la palabre africaine, le règlement des conflits, le règlement de certains problèmes pouvait se régler entre nous. Vous parlez de tensions post-insurrection avec le Moro Naba, évidemment, le roi des Mossé qui est venu justement à sauver certaines situations de crise. Comment êtes-vous devenu administrateur civil? On vous connaît plus en tant que guérisseur, en tant que dozo, chef dozo, mais vous avez été administrateur civil, vous avez été le 8e maire de la commune de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Comment en êtes-vous arrivé là? Ben, j'ai fait des études d'administration publique. À l'ENAM. À l'ENA. À l'époque, c'était l'École nationale d'administration. C'est devenu maintenant l'École nationale d'administration et de magistrature. Parce que dans le temps, c'était dans la même école qu'on faisait la magistrature. Donc, moi, j'ai gravi tous les cycles. Le cycle C, 66-68. Ensuite, le cycle B. Et d'ailleurs, c'est après le cycle B, en fin de cycle B, que j'ai été nommé commandant de cercle adjoint de Fada Ngourma. Ça correspond aujourd'hui à préfet et maire. Parce qu'il n'y avait pas de maire élu, hein. C'était des maires nommés. Un peu la délégation spéciale, oui, comme sous la transition au Burkina. Exactement. Bon, j'ai fait Fada, je suis parti ensuite à Sendou, je suis revenu à Bogandé, et Gawa en 76-77, je suis revenu à l'ENAM encore au cycle A. Puis après, affecté à Kaya comme sous-préfet maire. 81 à 83. Donc la révolution m'a trouvé à Kaya. Et c'est un jour au cours d'une réunion avec le haut-commissaire, au cours d'une réunion que nous avons marqué la pause là pour écouter le conseil des ministres. Le compte rendu du conseil des ministres. Et on a entendu Traoré Konomba nommé secrétaire général de la mairie de Ouagadougou, assurant l'intérim
du maire. C'est une façon administrative de dire que c'est le président de la délégation spéciale parce qu'on venait de marcher contre le maire. Et il n'y avait pas de maire, c'est moi qui l'ai remplacé. Je suis donc le 8e maire de Ouagadougou. Que ça s'appelle maire élu ou président de la délégation spéciale, j'ai eu la responsabilité de la mairie de Ouagadougou en 83-84. D'ailleurs, c'est sous mon temps que Ouaga a été divisé en 30 secteurs. Je suis l'artisan de la division de Ouaga en 30 secteurs. Et également de l'érection de certains monuments. C'était sous la Révolution, vous avez connu Thomas Sankara, il était votre camarade de jeu de billes. Au lycée Ouézin, Koulibaly de Bobo Dioulasso. Il s'appelait Ouedraogo Thomas quand il était au lycée Ouézin. Il ne s'appelait pas Thomas Sankara? Pas encore. Comment vous expliquez le fait que Thomas Sankara, auparavant, s'appelait Ouedraogo Thomas? Ce changement, qu'est-ce qui s'est passé en temps? Je suis venu un jour à Ouaga, j'ai rencontré un camarade du lycée et qui me dit, mais Konomba, tu sais que c'est Thomas Sankara qui est maintenant commandant du Sénèque de Pau. Il dit, Thomas Sankara, je ne voyais pas. J'ai dit non, Ouedraogo Thomas, oui. Parce que quand il a quitté, il est venu au PMK. Ouedraogo Thomas, il dit non, c'est Thomas Sankara maintenant. Ah, là, bon, moi j'ai constaté que voilà, c'était ça. Alors, vous êtes à la retraite depuis 2003. Vous avez eu 34 ans de service au niveau de la fonction publique. À quoi occupez-vous votre temps en ce moment? La retraite m'a permis d'être plus occupé encore. Mon temps est partagé entre la médecine traditionnelle, la musique, les écrits. Vous êtes multi-instrumentiste, dit-on. Oui, je suis fabricant et joueur de balafon, de kora, djembé, de zongoni, les instruments traditionnels. Nous l'avons dit dans le Zoom, d'ailleurs, vous avez aidé à la composition de musique de certains grands films, comme Boudiam de Gaston Kaboré. Oui. Et Talon d'or de Nyenenga. Oui. On va suivre un autre extrait. Ok. C'est un papa vraiment bâton. C'est un homme de principe et surtout très rigoureux. En matière d'éducation surtout, il n'est pas facile. Depuis que nous étions tout petits là, il a eu à nous enseigner, à nous éduquer comme il faut. Et tout ce que nous faisons, c'est à base des papas que nous avons pu vraiment acquérir certaines connaissances à travers lui, ses enseignements. Ah, vraiment, aujourd'hui, on le remercie beaucoup. Nous sommes fiers de son éducation. Parce qu'il nous a appris beaucoup de choses, et surtout dans le domaine du travail. Il nous dit d'être toujours efficace et très très rigoureux en ce qui concerne le travail. C'est un homme, il aime bien le travail, un travail bien fait avec précision. Donc, on ne peut pas être avec M. Traoré Konomba, mon papa, et puis ne pas exceller. En 86, quand il était préfet de Kokologo, c'est là qu'il a commencé à s'intéresser à la Kora. Donc il arrivait qu'il s'entraîne jusqu'à des heures tardives, après minuit. Vraiment, les mamans disaient à chaque fois qu'il ne pourra pas tenir, mais il a pu. Oui. Vraiment, on ne peut pas oublier cette période-là. Quand j'étais petit, je me rappelle, on était en enregistrement à une heure tardive, vers minuit, comme ça. Et du coup, quand je jouais, le papa m'a dit, comment tu joues? Tu vois, c'est quelle manière de jouer ça? Et il a pris la baguette et il m'a tapé dessus, sur la tête. Parce que, pourquoi? Parce qu'il a trouvé que je jouais nonchalamment. Et ce geste m'a plu, pourquoi? Parce que non seulement, c'est quand j'ai grandi, j'ai compris que effectivement, ce qu'il m'a donné comme leçon ce jour-là,
ça m'est utile aujourd'hui. Sincèrement, papa, je voudrais te dire de prendre soin de toi-même. Parce que tu ne vis que de l'art. Et souvent, il arrive que tu oublies de manger. Papa, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous m'avez fait. Tout ce que vous m'avez enseigné aujourd'hui, je trouve que vraiment, ça m'a servi beaucoup dans ma vie. Parce que j'ai appliqué ça et j'ai vu que vraiment c'était nécessaire que vous l'appliquiez ainsi. Parce que je sois meilleur à là où je suis. Vous avez été sévère envers moi, bon, c'était pour mon bien. Et je l'ai constaté aujourd'hui. On ne peut pas être l'enfant de M. Traoré Konamba sans exceller. Vous êtes rigoureux vis-à-vis de vos enfants, mais ils vous restent reconnaissants. Votre commentaire par rapport à ce que vous venez de voir? Moi, je suis très sévère en matière d'éducation. J'ai toujours insisté sur le fait que le noir africain, il ne doit pas singer la civilisation du blanc et éduquer les enfants comme des blancs. Parce que moi, je suis très rigoureux dans le travail. Je n'aime pas l'à peu près. Ou bien on travaille ou bien on ne travaille pas. Et j'ai toujours été avant l'heure au service. Mon père m'a toujours dit, sois en avance, il vaut mieux être en avance qu'en retard. Et aujourd'hui, il n'y a pas la rigueur dans le travail. Il n'y a même pas le cœur dans le travail. On travaille parce qu'on veut gagner de l'argent à la fin du mois. Mais nous, à notre temps, là, nous, on travaillait parce qu'on voulait que ce pays-là aille de l'avant. Le patriotisme, il faut dire, ça s'est effrité. Je n'invente rien. Le patriotisme s'est effrité. Les gens sont à la recherche de l'argent. Regardez, vous allez dans les bureaux là. À partir de 11h déjà, les gens sont pour café. Ah non. Comment tu vas? On va venir t'absenter dans ton bureau parce que toi tu es parti prendre une bière. C'est quoi ça? Dites-nous, quand vous étiez à l'école primaire, on venait vous chercher. Oui. Pour aller honorer des rituels au niveau du fétiche. Est-ce qu'à l'époque, vos enseignants étaient pour cela? Est-ce qu'ils ne s'y opposaient pas? Notre maître Ouattara Souma ne s'y est jamais opposé. Pourquoi? Parce qu'il dit que même si on m'a fait un mois à la maison, il revient, il sera premier. Donc il n'y a pas de problème pour moi d'absence. Hein. Et pourquoi mon papa allait demander la permission pour que moi j'aille officier sur les fétiches là? C'est parce que mon nom même dérive du nom du fétiche. Le fétiche c'est le Konon. Moi c'est Konamba. Moi c'est le fétiche qui est venu dans les seins de ma maman. Et donc les choses me réussissaient mieux que mon père lui-même sur les fétiches. Ah oui. Et quand il allait me chercher à l'école, c'est parce que ils égorgeaient les poulets là, ça tombait mal. Et quand moi je venais seulement avec un seul poulet seulement, moi je faisais le sacrifice, ça tombait bien. Parlons à présent d'un sujet, la sorcellerie. Comment se manifeste la sorcellerie? La sorcellerie est d'abord une société secrète. Une société gérée par le principe de l'obscurité, des ténèbres. C'est la raison pour laquelle, en Bambara d'ailleurs on dit Soumoro. Les hommes de la nuit. Oui, les gens de la nuit. Donc, les sorciers opèrent la nuit. Ils sont invisibles. C'est comme les génies. Ils sont invisibles. Et des gens veulent les voir d'abord avant de croire. On ne peut pas tout voir. Et les connaissances ne sont pas que scientifiques, que rationnelles. On ne peut Il pas y a les connaissances métaphysiques. Et parlez-nous de l'initiation à la sorcellerie. Qui est initié? Qui devient sorcier? D'abord même, la sorcellerie
comporte plusieurs sortes. Il y a les sorciers mangeurs d'âmes et la sorcellerie de protection. Donc, les sorciers qui entrent dans la confrérie ou dans la société des sorciers pour protéger leur famille et pour se protéger, ne tuent pas forcément les gens pour les manger. Mais ils peuvent faire mal. Quant aux sorciers mangeurs d'âmes là, alors là, c'est la catégorie la plus crainte justement. Et l'initiation à la sorcellerie se fait de la manière la plus simple possible. C'est une affaire d'héritage. On ne veut pas que l'héritage disparaisse. Le sorcier ne veut pas que sa sorcellerie là disparaisse. C'est considéré comme un patrimoine. Bien que ce soit une connaissance à certains égards, à plus d'égards d'ailleurs, négative. C'est quoi la nécromancie? La divination par les morts. Comment cela se manifeste? Comment cela s'opère concrètement? Ça consiste par des pratiques occultes, soit par des formules, soit par des agencements de certaines situations, à entrer en contact avec les morts, les gens déjà morts. Entrer en contact comment? On peut les solliciter pour les entendre, pour entendre leur avis sur certaines questions. Les entendre. On ne les voit pas, hein? Mais on les entend. C'est ça. Et on reconnaît leur voix. C'est un procédé de divination même. Puisque, comme la terre ne ment pas, les ancêtres qui habitent la terre ne mentent pas. Ce sont eux qui ont la vérité. Vous pratiquez donc la nécromancie, vous? Oui. Oui. Il m'arrive d'appeler hein, d'entrer en contact avec mon papa pour lui demander la gestion de certaines choses. Et d'ailleurs, je dis, la terre ne ment pas, parce que les ancêtres sont sous la terre. C'est la raison pour laquelle, moi je pense, hein, qu'au lieu de jurer, de faire des prestations de serment sur la Bible et le Coran, qui ne sont que des choses extérieures à notre culture là, nos dirigeants feraient mieux, nos dirigeants, j'ai dit nos dirigeants, ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous administrent également, les préfets, maires, gouverneurs, tous ceux qui ont à faire des prestations de serment là, la gendarmerie, les corps, la justice, ceux qui gèrent nos deniers publics là, au lieu de jurer sur le Coran et la Bible, qui en fait... Ou la Constitution. Ou la Constitution, qui n'ont rien, qui n'ont jamais tué quelqu'un, parce que le type a failli. Ils n'ont qu'à vous jurer plutôt, réalité africaine oblige, sur la terre, les ancêtres, la foudre. La terre, les ancêtres et la foudre. Vous allez voir que peu de gens vont postuler au poste de responsabilité. Parce que là, la sanction, c'est la mort. Bien sûr. Vous dites que nous... Et il faut d'ailleurs qu'on prévoit ça dans les constitutions. J'invite les Noirs africains à prévoir ça dans leurs constitutions. Que les dirigeants ne viennent pas se contenter de jurer sur le jure de respect de la constitution. La constitution va leur faire quoi? Après tout. Et ce n'est pas cette même constitution que des gens modifient. Or, ils ont juré dessus. Alors, cela indique que la constitution est inoffensive. En tout cas, pour nous, Noirs africains, il vaudrait mieux que nous jurons sur nos réalités propres, conformément à nos cultures, qui ne sont pas la culture arabe, ni la culture juive. Ça, c'est la vérité. Les Arabes ont raison de jurer sur le Coran. Les Occidentaux qui sont d'obédience chrétienne ont raison de jurer sur la Bible. Mais nous, Noirs africains, nous avons intérêt à jurer plutôt sur nos fétiches, nos ancêtres et nos lieux de culte. Vous dites que nous ne sommes pas les seuls habitants de la terre.
Qui d'autre habite la terre alors? Mais il y a les génies. Les génies, c'est le monde invisible, ça. J'ai traité ça dans mon livre. Le monde invisible. Le monde invisible. Que vous voyez. Ah, mais nous, je suis initié pour voir les sorciers et puis les gens qui sont dans l'obscurité, comme on dit. Il vous arrive de croire au paradis? Comment? Est-ce qu'il vous arrive de croire au paradis? Est-ce qu'un paradis existe? Ou l'enfer? La croyance en l'au-delà, là, ce n'est que la conséquence de la croyance en Dieu tout court. Or, si on faisait un référendum sur cette terre-là, Dieu existe, Dieu n'existe pas. La tendance pour Dieu existe là serait la tendance beaucoup plus nombreuse. Parce qu'inconsciemment, dans la conscience même des gens, la négation de Dieu n'existe pas. Et pour le noir africain, même Dieu est domicilié là-haut. Vous voyez, quand quelqu'un veut se faire prendre au sérieux, il jure au nom de Dieu en pointant le ciel. Je jure au nom de Dieu. Mais parce que pour lui, pour le noir africain, Dieu est domicilié là-haut. Pour la simple raison que c'est de là-haut qu'il manifeste sa toute-puissance et sa démesure. La pluie vient de là-haut. Les astres sont perchés là-bas en haut. Hein? Le soleil, la lune, les grondements du tonnerre, ça vient de là-haut. La foudre, ça vient de là-haut. Quoi de plus normal que le noir africain croit que Dieu est domicilié là-haut? Il est dit que vous êtes un chasseur de sorciers. Est-ce vrai déjà? Dans la mesure où je suis le maître du Konon. Donc vous pouvez chasser les sorciers. Comment vous procédez? Et je précise que mon papa était maître du Konon aussi. C'est une autre société de fétiches. Comment vous chassez et les donc sorciers? Je suis maître aussi. Bien sûr. Donc ce sont des fétiches qui chassent les sorciers, qui les empêchent de nuire. Pour la simple raison que la philosophie de ces fétiches-là qu'on a en commun, c'est qu'une poignée d'individus ne doit pas empêcher la société de dormir en paix. Regarde, il y a le paludisme des sorciers, il y a le sida même des sorciers, il y a le tétanos des sorciers. Ce sont des maladies que les sorciers vous jettent. Ce n'est pas les moustiques, les anophèles qui transmettent le paludisme? Regarde, parmi toutes les maladies, le paludisme est la maladie dont les médicaments de soins sont les plus nombreux dans les pharmacies. Et les gens continuent toujours à mourir de palu. Ce n'est pas le palu donné par les moustiques. Il y a le paludisme des sorciers. Ils passent par là pour tuer les gens. Il y a le tétanos des sorciers. Il y a le sida même des sorciers. Sans que vous ayez eu des relations sexuelles, vous pouvez attraper le sida. Oui, quand une lame vous coupe. Non. Notamment. Laissons tout ça même. Les sorciers vous jettent un sort de sida. Monsieur Traoré, oui. Quand je vous observe, oui. Finalement, la question que je me pose, est-ce que vous-même, vous n'êtes pas un sorcier? J'ai l'impression que vous êtes le chef suprême de la confrérie des sorciers, le maître des sociétés secrètes et quelque part obscur, lugubre. Est-ce que vous êtes un sorcier finalement? Vous acceptez cela quand on vous dit sorcier? Le terme de sorcier là fait appel à la compréhension suivante. La sorcellerie, c'est d'abord une connaissance de haut niveau. Puisque le sorcier peut se changer, peut changer d'état. De personne humaine, il peut devenir un animal. Il peut devenir une chose. Ah, mais c'est le sommet de la connaissance. Ça. Si c'est en tant que détenteur de connaissances occultes, là, le terme sorcier peut s'appliquer à moi. Mais si c'est en termes de nuisance, là, tuer quelqu'un, manger quelqu'un, faire handicaper quelqu'un,
Je ne suis pas un sorcier. Vous Parce n'avez que jamais mon tué pronom, quelqu'un? même mon fétiche même, m'interdit ça. Vous n'avez jamais tué quelqu'un qui Non. vous en voulait? Mais Vous n'avez jamais paralysé un adversaire? jamais. Je n'ai pas besoin de passer par là. Qu'est-ce que vous faites alors? J'ai besoin de me protéger seulement. Quelqu'un qui vous en veut, qu'est-ce que vous faites? Il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Il ne peut pas parce que j'ai des puissances qui sont au-dessus de ces puissances. Peut-être que lui aussi il croit en ces puissances qui agissent pour lui. Mais il y a le fer qui coupe le fer. Vous dites que les sorciers sont aussi au niveau des temples, des mosquées, dans les églises. Alors qu'il y a des pasteurs, il y a des prêtres, il y a des imams qui eux aussi sont dotés de puissances, qui peuvent lutter contre justement ces pouvoirs occultes. La sorcellerie, c'est une chose universelle. Il y a des sorciers en Inde, il y a des sorciers en France, il y a des sorciers noirs, il y a des sorciers jaunes, La sorcellerie est de toutes les ethnies et de tous les milieux. Ce sont les lieux de rassemblement même que les sorciers aiment pour aller choisir leurs victimes là-bas. Tout comme si toi tu pars au marché de bétail là pour aller choisir ton mouton de la Tabaski ou du Ramadan ou de la Noël. Donc, ils sont partout et invisibles. Donc, ils rentrent dans les mosquées, ils rentrent dans les églises, ils rentrent dans les temples. S'ils sont invisibles. Si l'Almami est incapable de les voir, il va leur faire quoi? S'ils rentrent dans un temple, si le pasteur ne peut pas les voir, il fait quoi? Le curé ne peut pas les voir à l'église, il fait quoi? Et ils ne vont pas à l'église, ni à la mosquée, ni au temple pour prier. Et ils s'en vont pour choisir leurs victimes. À présent, la rubrique cliché justement, où vous commentez ces photos. À droite, c'est mon premier maître, Ouattara Soma, à qui je dois tout. Avec les décorations, les médailles sur le costume. Voilà un maître qui a dit de moi que depuis qu'il enseigne, il n'a jamais rencontré un élève aussi intelligent que Traoré Konomba. Ce n'est pas moi qui le dis, il a dit plusieurs fois à des gens. Le président Ahmed Sékou Touré de Guinée, c'était mon grand ami, il m'a envoyé des disques du Bembeya Jazz, il m'a envoyé des photos, il m'a envoyé une fois une montre qu'il a détachée de sa main, donnée au Bembeya Jazz pour venir me donner. Il avait demandé à ce que j'aille rester même en Guinée. Parce que c'était un de mes grands admirateurs. Il aimait, comme lui-même aimait à le dire, il aimait les artistes de talent. Il disait, donnez-moi Konomba, je vais le montrer à la face de l'Afrique. Donc, Sékou Touré, je garde un très grand souvenir de lui. Parce que c'est un mécène. Il a encouragé beaucoup l'art. Et c'est en son temps que la Guinée a rayonné, que le Bembeya Jazz a rayonné sur le plan africain et mondial même. Les questions classiques, M. Traoré, ce sont les mêmes que jusque-là on a posées à tous nos invités. Et je me demande d'ailleurs si, sans avoir suivi l'émission, vous n'avez pas idée de ces questions, vu que vous avez des dons. La première de ces questions, quel est le jour le plus heureux de votre existence, depuis votre naissance à maintenant? C'est le 40e jour du décès de ma mère. Parce que j'ai fait venir à Samogoyiri ce jour-là des sociétés de fétiches pour rendre hommage à ma mère de façon traditionnelle. Cependant qu'on lui avait déjà consacré des funérailles musulmanes parce qu'elle était de confession musulmane. Mes frères et sœurs lui avaient déjà consacré leurs funérailles musulmanes. Et moi, j'ai repris ça à mon compte, les funérailles traditionnelles. Donc, des veillées de Konon. Et ça a été extraordinaire, je n'oublierai jamais ça. Et le jour triste, le jour où l'événement triste?
à part le décès, le jour du décès de mon père et de ma mère, c'est le jour que Prosper Compaoré, qui était directeur des arts du spectacle, m'a remis 200 000 francs pour aller acheter des instruments au village. Et dans la voiture qui m'amenait au village, j'avais mon sac d'argent. Je suis descendu pour uriner, je suis remonté, j'ai vu qu'on avait soutiré 100 000 francs. Donc, je n'ai pas pu ramener tous les instruments. Je me suis débrouillé, mais en Qui tout a cas, soutiré cette somme? je ne sais pas. Donc, je suis revenu très triste. Et j'ai été très triste parce que les collaborateurs de Prosper Compaoré ont cru que moi, j'avais bouffé l'argent. Or, moi, dans ma vie là, j'ai toujours été honnête. Sinon, j'ai été maire de Ouagadougou ici en 83, 84. Est-ce que j'ai vendu combien de parcelles? J'ai combien de parcelles moi-même? Mais le Kono aurait pu vous aider à trouver le coupable. Ça m'a fait très Vous mal. avez consulté après le Kono pour savoir qui a... Je savais qui, j'ai su. Et vous avez gardé ça pour vous. J'ai gardé ça pour moi. Alors, dites-nous, devant une difficulté quasi insurmontable, qu'est-ce que vous faites? Je recours à mes ancêtres et à mes fétiches pour avoir la solution. Avez-vous des regrets dans votre vie? Oh, bon, je regrette de n'avoir pas peut-être pensé beaucoup à ma famille sur le plan matériel. Parce qu'on dit que vous êtes un cocotier qui donne l'ombre très loin et qui oublie ceux qui sont à côté. En matière d'argent, j'ai été naïf, quoi. Je n'ai pas tellement accordé de l'importance à l'argent. Si votre vie devait être reprise, quelle facette de celle-ci souhaiteriez-vous voir changer? Oh, rien du tout même. Vous êtes satisfait de votre vie en l'état? Je suis content d'avoir été ce que j'ai été, d'être ce que je suis et de ce que je serai demain. D'accord. Parce que je connais à peu près ce qu'il y a. Et votre défaut, vous-même? On parle de vous en bien. Quel est votre plus grand défaut? Mon plus grand défaut, c'est d'être exigeant. Je suis très exigeant. Vis-à-vis de vous ou des autres? Vis-à-vis de moi-même et des autres. Je suis très exigeant. J'aime tellement le travail bien fait que je peux te confier un travail et je vois que tu ne fais pas ça comme je veux et moi-même je pars refaire le travail. Vous êtes tolérant religieusement? Moi je suis tolérant. Dans ma famille, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, vos enfants protestants. Mais de temps en temps, ils viennent voir le Kono. Écoutez, c'est la base de leur existence, ça. Ils n'ont pas le choix. Oui, mais parce que, en fait, les religions importées là ne sont pas les seules voies d'accès à Dieu. On parle de jeunesse. Quel est votre mot pour ceux qui nous écoutent, notamment les jeunes? Avez-vous un message particulier à leur adresser? Jeunes gens d'Afrique, balayez de vos comportements le complexe. Vous êtes le fer de lance de la nation, vous êtes le baromètre de la nation. Ce ne sont pas en tout cas les régimes politiques qui ont perdu le pouvoir par suite d'insurrections qui vont me contredire. Ne vous laissez pas aller à la dépravation de nos mœurs. L'alcool, l'homosexualité, la drogue, la paresse. Insurgez-vous contre l'injustice et contre tout ce qui déprave notre culture.
Pour refermer cette émission, Leçon de vie, M. Traoré, nous avons ce que nous appelons les suggestions bonus. Nous vous demandons d'abord de nous proposer une citation dans une langue de votre choix, une langue locale, que vous traduisez en français pour nos téléspectateurs qui nous suivent. Les Bambara disent Logo kuru amena chuko ji kono otayelma bambaye. Le morceau de bois a beau séjourner 100 ans dans l'eau, ça ne change pas forcément, ça ne peut même pas le changer en caillement. Le dernier axe de cette émission, c'est la chanson que l'invité propose aux téléspectateurs. Nous allons vous faire de la place. Vous jouez aussi bien à la kora qu'au balafon. D'ailleurs, vous avez un livre intitulé Le balafon, l'or brun d'Afrique. Qui va paraître bientôt. Qui paraît bientôt. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons beaucoup appris aujourd'hui. Nous vous disons bonne continuation et longue vie. Merci à vous. Téléspectateurs de BF1, c'est tout en musique avec notre invité du jour que nous prenons congé de vous à un prochain numéro.